Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui déjà, saison 2, épisode 2 ou 1, peu importe, 1, 2, on en reparlera tantôt. On parle des jeux olympique, le décathlon du docteur. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du Luke Skywalker des jeux de table, maître Jedi Jean-François. Bon. C'est un nouveau surnom pour moi, saison 2, c'est ça? Oh, on va varier ça, on va explorer plusieurs possibilités jusqu'à ce qu'on trouve exactement ce qui convient le mieux. Hey, salut Simon. Oui, en effet, épisode 2, même si c'est en réalité notre premier épisode qu'on enregistre, dû à le timing et un calendrier d'horaire surchargé, on a enregistré cet épisode en premier. Donc, c'est vraiment pour nous le premier épisode, c'est pour ça qu'on est aussi excités. Ou un mois plus d'absence. Pour de vrai, tu sais, je pense qu'on était content de prendre des petites vacances, mais moi j'ai trouvé ça long, là. Tu sais, j'avais hâte de recommencer, là. Ben oui, moi aussi, c'est, tu sais, on a pu en profiter, jouer un peu plus de jeux. Ça va faire vraiment plaisir de pouvoir en parler là, maintenant. Oui, magnifique. Puis en fait, c'était vraiment le fun aussi durant les vacances des fêtes et tout ça, de rencontrer plein de gens avec qui on a pu parler de l'émission et parler de jeux en général. C'était vraiment le fun là, de rencontrer tout le monde, de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui écoutaient Balado Ludique. C'est toujours agréable à savoir. Ben oui, exactement. Donc, t'as eu des bonnes vacances, Simon? Est-ce qu'on Ah commence, oui, 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 commence? très bonne. On peut commencer ça maintenant, mais peut-être qu'on peut introduire un petit peu la saison 2 dans le fond. Qu'est-ce qu'on avait au programme pour les gens dans les 20 prochains épisodes? Ouais? Qu'est-ce qu'on a pour les gens, Simon? Ben là, je vais tout dire, on va garder des surprises. Ben là, premièrement, un des gros changements qu'on a fait majeur, c'est que maintenant on va avoir des épisodes où on va aller rencontrer des gens du domaine du jeu en général, des gens du domaine ludique. Il y a déjà plusieurs invités qui ont été annoncés. Ben dans le fond, la semaine dernière, vous avez sûrement pu entendre David Kliss de Montréal Joue. C'était un des premiers invités. On en aura Ouais. plusieurs autres. Je veux pas toutes les... Ah oui, excuse-moi, vas-y. Oh non, mais j'allais en name-dropper un peu, là. Ah, vas-y, je te laisse le plaisir de le faire. J'osais pas aller là, mais si tu t'avances, on va y aller, hein. Ben, quelques personnes qui sont très intéressées. On va avoir des dates là, bientôt pour eux, dont Christian Lemay de la compagnie Le Scorpion Masqué et de l'auteur aussi Thomas Dagenais-L'Espérance qui va sortir son premier jeu en mars, là, officiellement. Ah, très cool. Alors, oui, c'est ça, exact. Donc, on va essayer d'aller rencontrer 10 invités pour vous, là, puis tâter un peu le monde du jeu au Québec, voir un peu les intervenants. Bien entendu, il y a encore plein de gens qu'on n'aura pas la chance de rencontrer, mais hein, c'est un projet tout jeune et on se laisse la chance d'en faire beaucoup plus dans le futur. Ouais, c'est quand même la moitié de la saison qui va être dédiée à des entrevues et on va avoir une petite formule spéciale avec ces intervenants-là. Donc, ça va être des émissions un peu différentes de notre formule plus traditionnelle qu'on va avoir quand même, qu'on va quand même explorer plusieurs autres sujets là, cette saison. Absolument. Et je dirais peut-être l'autre changement majeur qu'on va apporter cette saison-ci, c'est qu'on va essayer, en fait, on va pas essayer, on va conserver les épisodes à une durée respectable d'environ 1h15, 1h20. La durée n'a pas été vraiment décidée, mais si on a des épisodes qui sont trop longs, en fait, on va tout simplement les faire en deux parties. Donc ça va être quelque chose qui va être peut-être un peu plus facile à écouter pour certaines personnes. Au lieu d'écouter un délire de 2 heures d'un coup, ben, ça va être un délire de 2 heures séparé en deux. Ouais, ça va être un bon défi pour nous aussi, là. Oui, absolument. Là, on est déjà comme à 5-6 minutes. Mais en même temps, cet épisode-ci, c'est un épisode assez tranquille et tout ça. Le thème était plus ou moins clair même. Donc, les Olympiques, là, les Olympiques sont pas encore passés pour nous quand on l'enregistre. Mais, C'était le dans bon le moment fond, d'en ils vont parler, être... là, tu sais. Il fallait Ben, c'est qu'on... ça, exact. Nous, on est des fans des Ah ouais, Olympiques. ouais. Souvent, on se pogne des fins de semaine complètes où on fait juste regarder ça sur deux, trois écrans en même temps, plein de compétitions de sport. C'est quelque chose qu'on a toujours aimé. En fait, là, je me rappelle il y a très longtemps où on écoutait des Olympiques. N'importe quel moment où on pouvait, en fait, on écoutait les Olympiques. Ouais, ben même maintenant, là, j'ai bien hâte de voir ça. Là, je sais qu'on diffuse l'épisode et on est en plein dedans.
ou peut-être déjà passé, mais Non, je pense que les Olympiques vont tout juste terminer, là, vont tirer, ça va faire une semaine, ça va être terminé à peu près quand l'épisode va sortir. Donc c'est un épisode sur les Olympiques, mais c'est aussi un épisode sur le docteur Kennedy. Je pense qu'on aura la chance de développer un peu plus sur le thème de l'épisode là, un peu plus tard ouais, aujourd'hui. exact. Parce que c'est peut-être un thème d'Olympique, mais on parlera pas tant que ça d'Olympique en réalité. On va parler de jeux comme d'habitude, évidemment. C'est ça, on va parler de jeux. Il y a très peu de rapport avec les Olympiques. Peut-être qu'il va en avoir un petit peu. C'est ça. Sinon, dans les autres nouveautés, ben, on va avoir peut-être des nouveaux segments, des petites expérimentations ici, par-ci, par-là, juste pour tenter un peu le pouls, essayer des nouvelles choses. On va voir si ça fonctionne ou non. C'est à suivre. Ouais, exactement. Exactement. Maintenant, on a transformé la critique du chef comme la chronique du chef et je vais en profiter pour vous parler un peu du revers de l'industrie du jeu, vous parler de un peu comment ça se passe, les rouages de cette industrie-là. Les dessous sombres du jeu. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir, tu sais, je vais vraiment en profiter là, pour traiter de différents sujets spécifiques. Ça va être aussi une chronique que je vais être vraiment heureux de peut-être prendre des questions, des questionnements que vous avez sur différents trucs sur le milieu du jeu, peut-être un peu les revers justement de l'industrie. Donc, je vais vraiment en profiter pour aller survoler ce domaine-là. Mets-toi tout nu, puis je te publie. Ah non, c'est pas Hollywood encore, là. Ah oui, ok, non, c'est ça. On n'est pas encore rendu C'est là, pas super. Non, exactement. non, non, c'est ça. D'ici quelques années, là, faut être prudent avec ça. Ben en fait, comme à l'habitude, on va commencer notre épisode avec un petit tour d'actualité. C'est quoi les événements qui s'en viennent? Qu'est-ce qu'on a fait récemment dans le monde du jeu? Comme c'était les vacances, bien entendu, va peut-être avoir un petit peu plus que d'habitude à discuter, mais je pense que ça vaut la peine. JF, je te laisse commencer dans le fond avec un peu d'actualité. Oui, ben évidemment, la grosse nouvelle en début d'année, c'est souvent de voir la liste là, des jeux nominés pour l'As d'or cette année qui se déroule à Cannes à chaque année. Donc cette année, pour la catégorie As d'or, on a le jeu Azul, Dice Forge, Flamme Rouge et Twinit. Et pour la catégorie expert, on a le Great Western Trail, le jeu Arkham Horror, le jeu de cartes et le jeu Terraforming Mars. Donc, ça, c'est la liste. Je pense qu'on peut en parler un petit peu. Je sais pas si tu en as essayé quelques-uns. Évidemment, je pense que les gens savent maintenant qu'on est déjà des grands fans de Terraforming Mars. Mais Terraforming Mars! évidemment, sur la liste. Ouais, ben en fait, le jeu que j'ai aucune idée c'est quoi là-dedans, c'est le jeu Twinit. Ouais, ok. Je peux en parler un peu. Ben ouais, vas-y, introduis-moi, parce que les autres, j'ai pas joué à Dice Forge, j'ai pas joué à Azul non plus, mais je les ai vus quand même, j'ai vu pas mal c'était quoi, mais Twinit, j'ai aucune idée c'est quoi. Ouais, Twinit, on dirait il sort un peu du lot là, parmi les quatre autres, parce que les quatre autres, c'est vraiment plus des jeux de société, des jeux de table, familiaux, qui peuvent être tu sais, relativement simples au niveau des règles, mais c'est vraiment des jeux de table, alors que Twinit, c'est vraiment un petit jeu de rapidité, dans lequel il va y avoir des cartes là, un peu multicolores, un peu, pas hippie, là, mais je veux dire, des cartes très psychédéliques, vraiment de différents patterns de couleurs, puis c'est vraiment, on va tourner des cartes sur la table et on va essayer de retrouver des paires de cartes, des cartes qui sont en paires, qui sont pareilles, et pour accumuler des paquets de paires de cartes. Il y a aussi plusieurs, il n'y a pas juste deux copies de la même carte dans le jeu, donc il peut y en avoir plusieurs, jusqu'à trois, je pense. Et donc, si on voit une carte identique sur la table, qui est identique à un des paquets des autres joueurs, tu peux aller voler ce paquet-là. Donc, en gros, c'est rien de révolutionnaire. C'est intéressant, c'est un beau petit jeu quand même cool quand tu l'essayes. Mais il sort un petit peu du lot là, pour moi, parmi là, ce lot de gros jeux-là. Là. Ouais, ben tu sais, je pense que Azul a des bonnes chances, vu Ah, la ben, beauté et la qualité de ce jeu-là. Là. ouais, Azul, c'est vraiment le fun de voir ça, que ce jeu-là là, de la compagnie Plan B là, euh, a un succès autant retentissant aussi rapidement que ça. Donc, c'est leur deuxième jeu déjà nominé à Cannes. C'est vraiment très content là, de voir ça. Il faut dire que l'auteur, c'est pas n'importe qui, Michael Kessling, qui a déjà gagné plusieurs spiels dans le passé. Donc, vraiment une belle réussite pour Azul. Ouais, et c'est quand que à quel moment les prix vont être décernés pour ce concours? C'est une bonne question. Ça va être le 22 février.
Tu m'as pris sur le vif, là. Ouais, Oh! ouais, Ok, donc, fait que dans le fond, quand l'épisode va sortir, ça va déjà être passé. Ça, mais bon, on fera un récapitulatif, là, j'imagine, sur quel jeu aura gagné, puis on donnera nos opinions là-dessus. ouais, ça va venir, évidemment. Donc, l'autre jeu, c'est le jeu Flamme Rouge. Petit Flamme jeu Rouge, moi de... je suis un très grand fan du jeu Flamme Rouge. Toi aussi, d'ailleurs, j'imagine, un jeu Ouais, de course de bicyclette. Il n'y a rien de plus excitant, là, les pelotons qui se forment et tout ça. Très bon jeu. En fait, j'étais étonné de le voir en nomination parce que dans ma tête, ce jeu-là, ça fait presque 2 ans qu'il est sorti. ouais. Mais bon, je suis excité quand même de le voir là parce que moi, je pense que c'est un jeu qui a tout à fait sa place. Peut-être que c'est un peu intellectuel, mais en même temps, moi je considère que ça. J'aimerais beaucoup ça qui gagne. Là. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Ouais, exact. Pour, bon, déjà, des jeux de course, il n'y en a pas énormément. Et des jeux de vélo, de course de vélo, il y en a encore un peu moins. Mais en gros, tu sais, c'est un beau petit jeu vraiment simple, mais qui reprend quand même bien la thématique comme tu disais, des pelotons et de l'aspiration de ces pelotons-là. Fait que c'est assez simple au niveau des règles, mais on sent quand même bien la thématique. Vraiment intéressant. En effet, moi aussi, là, je pense que Azul devrait remporter ce prix. Quoique Dice Forge a quand même une valeur intéressante, une mécanique quand même particulière et innovatrice avec les dés que tu vas changer les faces de tes dés et améliorer les faces de tes dés durant la partie. Mais je pense qu'Azul, pour moi, le gameplay de Azul est de loin supérieur à celui de Dice Forge. Ouais, ben en tout cas, j'ai bien hâte de voir qui va l'emporter. Great Western Trail, toujours en nomination, mais toujours pas en première position. Donc Ouais, c'est hein? à suivre. C'est pas un jeu qu'on est. En tout cas, moi, j'ai pas eu la chance de l'essayer depuis. Je sais pas si toi tu y as joué ou. Oui, 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 moi j'ai pu l'essayer une fois à 2 joueurs. J'ai beaucoup aimé ça, mais ça. Tu sais, il est contre Terraforming Mars, là, il y a pas. Pour moi, il n'y a pas de chance, là. Oh, dommage. C'est à Fait que voir, j'imagine c'est à voir. que malgré tout, t'as joué à des jeux pendant toute cette période de pause. Bien sûr, bien sûr. Écoute, moi, j'attendais impatiemment la nouvelle série des Exit, les jeux d'évasion. J'ai pu en essayer Ouh. 2 des 3 nouveaux qui sont sortis, donc The Polar Station et The Forgotten Island, dont le premier avec toi d'ailleurs. Exactement, la journée où on a enregistré devant le public notre épisode 20 de la saison 1, on a joué par la suite à des jeux dont Exit. Je m'étais promis qu'il fallait que je donne sa chance à Exit. Ouais. Euh, ouais, tu sais, de ce que j'ai compris, en fait, le Polar Station n'est pas le meilleur Exit qui est sorti depuis le début. C'est, Toi, tu vas pouvoir me le ouais. dire un peu plus vu que tu en as testé plusieurs. Ah, honnêtement, c'était pas mon préféré. Je le trouvais peut-être un petit peu plus linéaire que les autres. Euh, mais ouais, c'est aussi on a bugué sur des trucs qu'on n'aurait pas dû bugger, là. Ça n'a pas Ouais, moi d'allure. j'étais avec des spécialistes, j'espérais que vous alliez me montrer la voie et tout ça. Finalement, ça a pris 20 minutes avant qu'on résoudre la première indice. Mais tu sais, j'ai quand même aimé l'expérience. J'ai trouvé justement ce que j'avais en tête comme expérience tactile et peut-être un peu plus intéressant que juste des cartes. Ouais. Le fait que tu dois découper des choses, que tu dois en coller, que ça l'amène un peu plus d'imagination, un peu plus de d'immersion là, dans le jeu. Là. Ben oui, exactement. Ben, c'est pour ça que. Ben, c'est pour ça, pour moi, les exits, dans les jeux d'évasion en ce moment, en jeu de société, c'est vraiment les numéros un parce qu'il y a cette petite touche de plus. Et oui, c'est des jeux destructibles et donc pas possible d'y rejouer ni de le prêter à des amis, mais je pense que ça vaut la peine quand même. Ah ouais, pour 20$, t'es 4 personnes, c'est 5$ chacun, une expérience de 1 heure et demie de jeu qui est assez unique là, malgré tout. Ouais, exactement. Et j'ai pu bon, essayer un autre, le deuxième des 3 qui est sorti, Lille. Vraiment le fun aussi. Lui, tu vois, il n'y avait pas ce problème-là. J'avais l'impression qu'on pouvait vraiment suivre plusieurs pistes à la fois. Ok, Euh, Très cool. On a de la difficulté là, mais on a quand même réussi. Et le dernier qui reste à faire, c'est le Forbidden Castle. Et waouh, j'ai hâte, mais en même temps, je suis inquiet parce que je sais que des spécialistes de ce jeu ont eu de la misère, donc ça, ça il est m'angoisse, là. vraiment difficile. Là. Ouais, exactement. Dans les
Parce que maintenant, ils mettent des difficultés sur Ouais, les boîtes. c'est ça, ils ont rajouté un espèce de degré de difficulté. Ça, c'est quand même intéressant, en fait, comme Oui. idée, là, Ils l'ont de pas. faire ça, ça. Tu sais, j'ai pas vu qu'ils l'ont encore fait sur les anciennes copies. Parce que les trois OK. premiers, ils l'ont pas. Fait que ça serait intéressant qu'ils le mettent. Ouais, dans les Euh, prochaines éditions des anciens, de rajouter exactement. ce petit détail-là, là. Exactement. Mais donc, le dernier qui nous reste, c'est un 4 étoiles sur 5 et les autres sont des 3 ou des 2 là, de ce que j'ai compris. Euh, donc, c'est angoissant un peu. Bon, ben, tu nous laisseras savoir. Je dois Yes! dire, tu sais, je suis le rébarbatif des jeux d'escape. Mais bon, Exit, je pense que tout le monde devrait vraiment l'essayer, là. C'est une expérience de jeu qui est assez différente de ce qu'on peut retrouver dans les autres escapes en général. Ouais, exactement. Ensuite, peut-être un autre jeu que j'ai joué et oh là là, je l'ai joué beaucoup, lui. J'ai pas joué à tant de nouveaux jeux pendant le temps des fêtes, mais celui-là, là, j'en ai fait plusieurs parties. C'est le jeu Civilization A New Dawn. Donc, la nouvelle Oh. version du jeu Civilization, faite toujours par la compagnie Fantasy Flight. Alors, j'étais déjà un grand fan de l'autre version de Civilization, là, sortie, si je ne me trompe pas, en 2008. Et bon, dans cette nouvelle version, on a vraiment un jeu un petit peu plus simple au niveau des mécaniques, un petit peu plus simple au niveau des règles en général et beaucoup plus rapide au niveau du gameplay. On parle d'un jeu de peut-être plus 2 à 3 heures, contrairement à l'ancienne version. Et je trouve la mécanique absolument géniale parce que durant la partie, tu as seulement 5 cartes et ils sont placés dans un certain ordre. Et au moment où tu l'actives, plus ça fait longtemps que tu n'as pas activé la carte, plus elle va être forte. Donc, une petite mécanique de rangée de cartes qui est vraiment bien faite et qui donne vraiment une belle thématique. Ces cartes-là, évidemment, c'est tes technologies que tu vas évoluer. Donc, la carte, une fois, a fait l'effet, mais quand tu l'évolues, elle va donner un effet plus puissant ou un nouvel effet. Donc, c'est vraiment dans toute la simplicité de la mécanique vient prendre toute la profondeur stratégique, la profondeur de la thématique aussi, qui est bien imprégnée dans le jeu. Clairement, on a peut-être un jeu un peu moins thématique que on pouvait retrouver avec l'ancienne version. Mais c'est peut-être un jeu qu'on va être capable de jouer justement un peu plus souvent dû à sa durée, sa complexité, beaucoup moins intense que l'ancienne version. Donc, un gros coup de cœur pour moi, Civilization New Dawn. Je vais encore y jouer beaucoup, je pense. Ouais, ben d'ailleurs, la première partie, on l'a joué ensemble. Il devait être, quoi, 1 heure du matin quand on a commencé à lire les règles, à peu près. Ouais, ça a été peut-être un petit peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Ouais, parce que c'était supposé être ultra simple et tout, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais contrairement pas vraiment un fan de l'ancienne civilisation, un peu trop d'envergure pour moi, un peu trop massif. Et ça, j'ai juste joué une fois, mais j'ai adoré l'expérience. Je pense que tu as tout dit. La simplicité de la mécanique, le fait que tu pas beaucoup d'actions, mais que ces actions-là peuvent varier en force plus t'attends avant de les utiliser. L'idée d'un cycle d'action, justement, qui est très bien fait. Aussi, je pense que tu as bien mentionné le fait que la thématique perd un peu d'importance dans ce jeu-là. Hmm, Je pense que ouais. je sais pas, tu sais, toi tu disais que t'étais un fan, mais j'ai l'impression que les puristes de civilisation vont être un peu déçus par ce jeu-là au niveau thématique. Ouais. Parce que pour de vrai, j'ai pas l'impression que t'es une civilisation et surtout que tes différences avec les autres civilisations sont vraiment maigres, là. En fait, t'as très peu de différence entre les différentes civilisations, là. Ouais, c'est ça, hein. Ils ont coupé un petit peu dans le gras dans ce jeu-là, comme, disons, l'exemple de l'eau. Ben, l'eau, tu peux juste pas aller dessus pendant une bonne partie de la game jusqu'à ce que tu ailles la technologie, mais il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de port, c'est vraiment... Ils l'ont juste un peu effacé, là, tu sais. Ouais, ben en même temps, moi je trouve que mécaniquement, c'est un jeu qui est vraiment solide en fait. C'est quand Ouais. même original, des mécaniques qu'on voit pas souvent, amenées d'une belle façon. Moi j'avais trouvé ça de toute beauté en fait, là, au niveau de la mécanique. Ouais, exactement, moi aussi. Puis, mais je pense aussi qu'il, pour moi, en tout cas, il remplace pas nécessairement l'ancien dans le sens que ce côté thématique de longue haleine où il y a vraiment un peu des revirements de situation, ça peut arriver dans l'ancienne version qu'on va peut-être moins retrouver dans la nouvelle. Fait que c'est le genre de jeu, comme je dis, on va pas sortir souvent, peut-être une fois par année. Mais l'expérience, ça va être là et thématiquement, il va être un petit peu plus. On va sentir un petit peu plus la différence entre les peuples et les différentes nations, là. Donc pour moi, c'est comme deux jeux différents qui
Ouais, c'est Tu sais, pas un versus l'autre, non, hein, tu sais, je pense que je suis d'accord avec toi là-dessus aussi, là, c'est vraiment juste un autre jeu de civilisation qui est complètement différent, en fait, puis qui s'éloigne beaucoup de ce qu'on connaît de civilisation pour, justement, aller dans l'aspect jeu de société, si on veut, donc ouais, c'est là que l'attrait se passe au niveau de comment ils ont pensé les mécaniques. L'autre jeu, c'est très simple, mais il y a énormément de choses à voir, mais c'est très logique. Alors que celui-là, c'est plus presque abstrait à un certain ouais, point, hein, t'as raison. comment ça se déploie sur le plateau. Là. Mais oui, moi, j'ai vraiment apprécié l'expérience, mais c'est ça, c'est pas une réinterprétation de l'ancienne civilisation. Là. Non, c'est ça. Là. Déjà, il n'y a plus d'unité militaire, c'est tes zones de contrôle qui attaquent. Tu sais. Il y a des trucs vraiment contre-intuitifs dans le jeu-là. Mais ces mécaniques-là font en sorte que le jeu est comme malgré tout plus simple et plus efficace pour faire un peu la même chose. Donc, bon, À la limite, ça me fait penser que c'est peut-être un problème de nom, ce jeu-là. ouais. Ouais, ben, en tout cas, moi, je suis habitué avec les jeux vidéo que d'une version à l'autre, c'est quand même assez différent. Donc, moi, de voir ça en jeu de société, ça me surprend pas, là. C'est... Ah ben moi je suis vraiment excité de voir qu'ils ont osé là, justement aller complètement ailleurs puis qu'ils ont dit ok on abolit, on recommence, on fait autre chose qui est différent, qui est pas nécessairement mieux mais qui va aller chercher peut-être un autre public. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas d'ailleurs s'ils vont le traduire en français, ce que j'aimerais beaucoup. En tout cas, c'est ça. C'est définitivement un achat là, pour moi. Ah, un coup de cœur Ouais, pour toi cette année là, absolument. début Déjà. Eh 2017. ouais, Boum. j'en ai même un autre. Mais c'est peut-être toi qui voulais le présenter? Ah ouais, ben en fait, tu sais, j'allais parler d'autres choses, mais on peut peut-être juste aller dans le vif du sujet rapidement, parce que là déjà, le temps file, hein, on est tout tranquille, c'est notre premier épisode, mais il faut quand même être dans les bonnes grâces et se dire 1h15, 1h20, c'est la durée qu'on Ouais, vise. ouais, ouais. Donc je vais y aller avec un événement auquel j'ai participé dans le fond durant le temps des fêtes, le 29-30 décembre dernier. Et comme à chaque année, dans le fond, c'est tenu le 24 heures de jeu à la récréation. La récréation qui est un café ludique coin Ontario-Saint-Denis. Et une fois par année, ils font ce qu'ils appellent le 24 heures de jeu. Donc de midi à midi le lendemain, les gens viennent et jouent à des jeux dans le fond pendant 24 heures. Un truc un peu délirant, en fait, on se cachera pas, hein, c'est quand même intense. 24 heures de jeu, on est tous allés dans des conventions, on a tous passé des fins de semaine de jeux extrêmes, mais 24 heures condensées, sans dormir, sans rien faire d'autre, c'est un petit peu extrême. Moi, je suis allé seulement 12 heures, en fait, à peine 12 heures. J'avais un party de Noël juste avant et je me suis rendu là à minuit jusqu'à 10 heures du matin le lendemain. Donc c'est ça, c'est quand même assez spécial. Il y avait beaucoup de monde, j'étais étonné. Hein, quand je suis arrivé, il devait avoir autour d'une 40, 50 personnes, peut-être un petit peu moins. Je dirais qu'il y avait facilement 25 personnes toute la nuit qui étaient là, qui jouaient. Ce qui était bien, c'est qu'on a eu la chance bon, de jouer à Two Room and a Boom. On en a parlé Oh, plusieurs fois wow. par le passé. C'est un jeu que tu veux jouer à beaucoup de gens. Je crois qu'on a joué une partie, on était 24, une partie, on était 23. Donc deux parties de Two Room and a Boom, toujours le fun. Le lieu était propice pour ça. Il y avait deux salles. En fait, tout le monde qui était là a participé. Donc ça a vraiment créé une espèce d'effet là, d'effervescence dans les lieux. Par la suite, je dirais par contre qu'on a déjà commencé à déraper. On s'est fait quelques parties de High School, le jeu de pichenotte de pingouin. Et ensuite, on a joué au jeu qui s'appelle Ne réveille pas papa qui dort. Ok. Don't wake C'est un daddy. vieux jeu, ça? Oui, oui, c'est un très Ok, vieux ok. roll and move où dans le fond, on a une espèce de gros lit en plastique au centre avec un bonhomme qui est le père et un petit cadran qu'on pèse dessus. Et à un certain nombre de clics, dans le fond, qui est aléatoire, il se réveille, son bonnet revole à l'autre bout de la pièce et on doit recommencer au début. Le but, dans le fond, c'est on est des enfants qui veulent se rendre au frigidaire en pleine nuit, mais s'ils font du bruit, le père se réveille, il les ramène dans leur chambre. C'est un jeu qui se joue à 4, qui est un roll and move là, vraiment classique. Et en fait, nous, on a joué à 8 personnes. Il y avait comme plus de jetons. Fait qu'on a joué c'était quand même assez cool. Bon, c'est pas le meilleur jeu, on s'entend. Mais c'était quand même assez drôle. Et ben, en fait, mon coup de cœur de la soirée et d'ailleurs mon coup de cœur du début de l'année, c'est le nouveau jeu du Scorpion masqué fait par Thomas Dagenais-L'Espérance qui est Decrypto. Donc, JF t'en a parlé un peu tantôt. On va sûrement avoir la chance de l'avoir en entrevue.
C'est le premier jeu de cet auteur-là, mais c'est quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il évolue dans le monde du jeu, qui travaille pour ça. Moi, je pense que c'est pas son dernier jeu qu'on va voir sur le marché, là. Ah, il en a déjà signé un deuxième, là. Bon, ok, Ok. bon, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un gars qui travaille fort, qui est sérieux là-dedans, il est dédié. Et Decrypto, je pense que ça va être un gros hit là, quand ça va sortir très prochainement. Fait que t'as pu y jouer pendant ces 24 heures-là, là. Exactement, en fait, on y a joué avec Thomas d'ailleurs et avec toutes des gens qui avaient jamais joué. On a joué 4-5 parties de suite. J'en aurais pris encore plus, j'aurais joué encore plus s'il n'était pas rendu 7h AM. Mais vraiment, là, j'ai été complètement charmé par le jeu. Hmm. Je sais que toi, tu y as joué aussi pour les premières fois récemment, là. Ah oui, ben c'est un jeu que j'avais vu en prototype là, avant qu'il soit signé par le Scorpion, puis j'ai rejoué là, évidemment avec sa version plus finale récemment. Et moi aussi, un autre coup de cœur. Écoute, c'est vraiment le fun à voir. Comme tu dis, je pense que l'auteur travaille vraiment, vraiment fort. Il y a beaucoup, beaucoup de projets en cours. Donc, je pense que c'est un auteur qu'on va voir d'autres choses de lui. Donc, vraiment très content de voir la production. Puis, tu sais, la qualité visuelle du jeu est vraiment réussie. Ah, le jeu, il est magnifique. En fait, hein, même au niveau graphique, c'est ultra attrayant. Tu sais, c'est comme un peu old school, mais en même temps moderne. Ouais. Et le jeu en tant que tel, c'est un jeu pour que les gens se situent un peu. Je vais pas essayer de trop de l'expliquer parce que, bonne anecdote là-dessus, même d'ailleurs, quand l'auteur nous l'a expliqué, ça nous a pris du temps à comprendre le jeu. C'est un jeu qui est ultra simple, mais qui a comme une twist tellement spéciale dedans que faut que tu joué au moins un tour pour comprendre. Une fois que tu as compris, c'est comme, ok, c'est magnifique. Un genre de codename, en fait, où il va y avoir deux équipes. On va tenter de faire deviner des mots à notre équipe. Mais en réalité, le vrai but du jeu, c'est de trouver les mots de l'autre équipe. Donc, en tout cas, je m'embarque pas dans les détails. Je vais pas Non, c'est trop difficile à expliquer décrire de parce que même, là. c'est vraiment difficile à décrire. Mais c'est ça. Donc, le jeu, c'est juste des cartes. Des cartes de mots à la codename. Mais ils ont rajouté une espèce de paravent, si on veut, dans lequel tu glisses les cartes. Et Ouais. les cartes sont faites avec un certain design graphique que le mot est illisible, mais quand tu le glisses dans le paravent, il y a une espèce de petit écran rouge qui filtre les couleurs et qui permet de voir le mot. Ça n'ajoute réellement là, rien au jeu, mais c'est Non, juste c'est ça. une belle Mais façon de c'est juste présenter parfait, un ouais. jeu simple, puis qui est comme plus espion, puis tout ça, ok, on déchiffre le code. Vraiment, super production. J'ai extrêmement hâte que ce jeu le sorte. Je pense pas que ça va remplacer Codename, mais ça va avoir le même attrait que Codename, puis ça va peut-être aller chercher un public un peu différent de Codename. Même moi, j'ai trouvé que c'était plus stratégique que Codename, là. Ouais, ouais, je suis d'accord, absolument. En même temps, Codename, ça a été le spiel de l'année, là. J'irais pas à m'aventurer que c'est le spiel de l'année, mais ça va faire son bout de chemin, je pense. Ouais, ben peut-être que c'est un peu plus de niche que Codename, parce que justement, c'est peut-être un peu plus compliqué, un peu plus stratégique. C'est de là que venait mon attrait Ouais, envers des cryptos particulièrement. Là. Comme tu dis, tu sais, c'est peut-être pas le jeu le plus familial, mais c'est un jeu qui demande une forme d'intelligence qui est rarement utilisée dans les jeux puis qui est très intéressant, là. absolument. Donc ça c'était le suivi du 24 heures de jeu de la récré. Pour ceux qui seraient jamais allés, ça vaut la peine. On peut s'inscrire par bloc de 6 heures. Ça va être dans un an, là, par contre, fin de l'année 2018. Mais c'est un événement à pas manquer. Si vous voulez faire une game de Two Room and a Boom à 40 personnes, c'est un rendez-vous. Deuxième événement que j'ai eu la chance de couvrir pendant les vacances, en fait, c'est l'Assemblée générale de Ludo Québec. Ludo Québec, dans le fond, c'est quoi? C'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir, dans le fond, le ludique à travers le Québec. C'est eux notamment qui organisent le Salon du jeu de société de Montréal qui s'est tenu là, c'était en janvier dernier, si je ne me trompe pas, au début de l'année. Donc c'est un très gros événement, bien entendu. Et cette année, d'ailleurs, c'était une grosse année. C'était un des plus gros salons du jeu de société de Montréal. Ludo Québec était à leur assemblée générale et ont changé de président. Dans le fond, l'ancien président s'est retiré et on a une nouvelle présidente qui est Hélène Vigneault. Hélène Vigneault, dans le fond, peut-être ça vous dira rien, mais c'est pas n'importe qui. C'est quand même une fille qui est absolument impliquée dans le monde du jeu. Elle a travaillé chez Philosophia, elle travaille maintenant chez Le Scorpion Masqué.
et bien entendu sûrement plusieurs autres implications dans le domaine. Moi, je pense que ça, c'est une bonne chose pour Ludo-Québec, là, qui va pouvoir continuer à profiter de la vague du Salon du jeu de société et tout nouvellement lancé aussi la Palme des jeux de société. Donc maintenant, c'est un prix qui est décerné à chaque année par Ludo-Québec, qui a été nouveau de cette année, là. Puis toi, tu t'es pas pris de poste? Tu t'es un peu Ah, moi, contre, tu là? sais, nous, on T'es est, on allé est des là, là. médias, hein. Pour l'instant, j'allais là en tant qu'observateur. Ok. Première couverture d'événements Wow. pour moi en tant que média. J'ai rencontré quelques personnes, j'ai serré quelques mains, j'ai commencé à faire ma réputation dans ce domaine-là. J'allais quand même pas me présenter là, alors que je connaissais personne, mais j'étais bien excité d'être là et je vois que pour les gens qui veulent s'impliquer, il y a des postes à prendre, il y a des choses qui peuvent se passer. Donc le domaine du jeu est en effervescence. Là, ça, c'est un des groupes que je connais, Ludo-Québec, mais je sais qu'il y en a plusieurs autres aussi au Québec là, qui organisent des événements et tout ça. Donc c'est très effervescent pour me présenter là, peut-être en 2019. Ouh. Non, 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 je vais pas faire de rumeurs. Oh là là, c'est déjà commencé, là. Ça s'emballe sur les réseaux sociaux. Ok, ben en fait, juste pour revenir peut-être rapidement sur le salon du jeu de société, on avait déjà parlé un petit peu, mais toi, tu étais présent là-bas avec le groupe qui s'appelle Zone Proto. Ouais, exact. Peut-être juste nous parler un peu de ça, parce qu'on n'a jamais eu vraiment la chance d'en parler beaucoup. Puis là, comme on a un petit peu plus de temps aujourd'hui, je me suis dit que ça serait intéressant juste de savoir c'est quoi Zone Proto. Est-ce que s'il y a des auteurs qui sont à l'écoute, des gens qui font des jeux à la maison, est-ce que ça peut être intéressant pour eux? Oui, absolument. Ben, en fait, dans le fond, Zone Poteau vient du fait il y a un peu une communauté de créateurs, de futurs créateurs qui se rencontrent dans le but de tester leurs jeux entre eux, de s'entraider à la création de leurs jeux. Ben, évidemment, dans le but de se faire éditer. Donc, c'est vraiment le but là, avec le Zone Proto, c'est de se présenter dans les événements ludiques comme le Salon du jeu de Montréal. On était présent quand même dans quelques autres événements, dont ben, Montréal Jeu, qu'on va parler bientôt, dans le but de donner une place, donner une table à ces auteurs-là pour aller rencontrer le public et avoir les commentaires du public. Donc, Zone Photo, c'est avant tout une communauté des gens qui se rencontrent. On a des rencontres d'auteurs 2 fois par mois. Une à la création, une au Randolph. Qui est vraiment ouvert à tout, c'est gratuit, et vous pouvez vous présenter avec un prototype, vous venez l'essayer. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'essayer au moins le prototype d'une autre personne, parce que c'est vraiment des gens qui s'entraident, et le but, c'est de réussir à tester le jeu de tout le monde, ce qu'on réussit toujours d'ailleurs. Donc, c'est vraiment ouvert à tous, puis ben, c'est ça, plus les gens sont impliqués, ben, après ça, il y a des ouvertures comme dans des événements et tout ça. Zone Toto essaie d'être là, de donner des tables, puis faire le lien avec ces auteurs-là pour qu'ils rencontrent le public et qu'ils fassent des tests avec le public. Donc, en gros, c'est ça. C'est ce qui s'est passé au salon d'ailleurs. 20 auteurs ont eu la chance là, de venir, donc 10 par jour, avec leur jeu et d'en parler au public et de le faire tester pour recueillir les meilleurs commentaires et essayer de continuer à améliorer leur jeu. Ouais, ben en fait, d'ailleurs, en plus, c'était vraiment cool au salon du jeu parce que les prototypes étaient testés dans le sens que le public était intéressé à découvrir des jeux qui n'existent pas, qui sont en cours de production. Donc, ça l'amène une espèce d'effet d'excitation là, par rapport à essayer des jeux qui sont inexistants ailleurs, là, qui sont uniques. Ben oui, ben exactement. Puis c'est pas tous les jours qu'on va tester un jeu en prototype qui va se faire éditer parce qu'il y en a énormément et c'est très difficile le milieu de l'édition. Mais tu sais, à un certain point, Decrypto a été roulé dans ces dans ces moments-là, dans ces conventions-là. Donc tu sais, c'est le fun aussi de pouvoir avoir la chance d'essayer un jeu qui va peut-être sortir éventuellement et d'avoir tu sais, d'avoir su que t'as testé ce jeu-là avant même qu'il existe vraiment, tu sais. Ouais, non, puis peut-être même que les commentaires vont avoir influencé le jeu à dans une certaine mesure, là. Exact. Exactement. Ouais, ben c'est très cool ça. Puis ben sûrement qu'on va avoir la chance d'en reparler plus dans d'autres épisodes. On n'a pas vraiment prévu parler de ça à 100%, le design de jeu. Mais on sait très bien qu'un jeu de société, ça se conçoit à travers des tests, d'innombrables et d'innombrables tests. Ouais. Donc, petit conseil pour ceux qui font des jeux, faites-les tester par le plus de gens possible.
Bon, on arrive maintenant à la fin là, de notre période d'actualité où on parle de Montréal Joue, qui est le gros festival qui est en ce moment même, au moment où l'épisode est diffusé. Donc, c'était du 24 au 11 mars. Gros événement sur le jeu. On a eu un invité la semaine dernière, David, qui nous a parlé de Montréal Joue en détail. JF, tu as peut-être quelques petites choses à ajouter là-dessus? Ben écoutez, Montréal Joue, c'est vraiment un festival qui est en train de grossir. On voit qu'il y a vraiment un intérêt aussi de la part des compagnies. J'ai vraiment hâte là, de voir ce que va pouvoir amener dans le futur Montréal Joue, mais c'est vraiment intéressant là, de voir parce que c'est la sixième édition là, cette année, puis de voir que c'est quand même, il y a vraiment un intérêt pour ça. Il y a de plus en plus de public qui se présente aux activités. Puis il y a un peu de tout, donc on en a parlé un peu au dernier épisode, mais surtout de là, il y a vraiment des belles activités là, en lien avec le jeu de société, donc c'est vraiment le fun à voir, là. Ouais, absolument. Donc, il y en a vraiment jeux vidéo, jeux. Il y a même d'ailleurs demain la nuit des zombies à la bibliothèque Frontenac. Je sais pas c'est quoi, mais j'ai juste vu l'activité, un jeu immersif, sportif, coopératif et terrifiant. En tout cas, je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air assez intéressant. Donc, plein de choses là, pour toute la famille aussi. Donc, beaucoup d'activités pour les enfants qui sont habituellement pas très chères. Ça vaut la peine. Ça dure 2 semaines. Donc, c'est, comme JF disait, c'est assez majeur comme événement. Découvrez les revers de l'industrie, ce qui se cache derrière les portes closes. C'est le moment de la chronique du chef, avec votre chef, JF. Alors, cette semaine, à la chronique du chef, je vais faire un survol un peu de l'industrie du jeu et voir c'est quoi les compagnies, c'est quoi les intervenants. Dans le processus de création de jeu, on peut se douter que la création de jeu part d'un auteur, d'une idée, et jusqu'à ce que il se rende en boutique, que ce soit une boîte vendue à un public. Donc, c'est quoi les étapes et c'est quoi les compagnies? Donc, en gros, pour moi, il y a 4 grandes étapes dans la création de jeu et ça commence avec l'auteur. L'auteur est une personne qui généralement n'est pas un métier, donc c'est une personne passionnée qui aime le jeu de société, qui est intéressée à créer des jeux, donc dans leur temps libre, créer des prototypes de jeux et une fois que, comme on l'a mentionné un peu plus tôt à l'épisode, après plusieurs tests, c'est à ce moment-là que l'auteur va commencer à aller cogner des portes. Donc, il va aller essayer de se trouver un éditeur. Parce que l'éditeur, c'est lui qui va prendre en charge un peu tous les frais liés à la production du jeu. Chaque éditeur, et il y en a vraiment beaucoup quand même dans le monde, là, des éditeurs, ont un peu une gamme de jeux, ont des produits, ont un public cible. Donc, cette relation-là entre l'auteur et l'éditeur est quand même très importante parce qu'un auteur doit aussi être en mesure de cibler son jeu, s'adresse à quel type d'éditeur. Pour être le plus efficace, essayer d'aller voir les bonnes personnes, ne pas perdre trop son temps, c'est vraiment un gros travail là, pour l'auteur de se trouver un éditeur et c'est très difficile de se faire éditer, mais ça finit toujours, il y a tout le temps des jeux qui se font éditer par des auteurs chaque année, donc il y a quand même des exceptions à tout ça. Une fois qu'un éditeur a dit oui, a signé un jeu, lui, son travail, ça va être vraiment de prendre le jeu et de le mettre au propre, si on veut. On va prendre un proto et le rendre un bon jeu. Peut-être qu'il va amener quelques modifications au niveau des règles, du balancing du jeu, va continuer à le tester aussi. C'est généralement un travail qui est fait encore en relation avec l'auteur. Mais il va aussi prendre en charge tout le côté graphique. Donc, il va engager peut-être des pigistes pour faire le design de la boîte. Va devoir aussi contacter les fabricants. Donc, les fabricants, c'est beaucoup en Chine que les jeux sont faits, évidemment. Il y a quand même des industries aux États-Unis, en Allemagne ou au Québec. Mais c'est beaucoup le contact avec ces compagnies-là de production qu'il y a à faire donc, au niveau des pièces, le choix de la qualité des pièces ou des composantes, du plastique, du bois. Tout ça, c'est des décisions que les éditeurs vont prendre sur leur jeu. Ils vont aussi mettre au propre les règles, donc s'assurer d'avoir un vrai jeu professionnel. Il y a aussi un travail avec le distributeur. Parce que la troisième étape, c'est le distributeur et c'est vraiment un lien entre l'éditeur et de distributeur parce que les clients d'un éditeur, c'est vraiment les distributeurs.
L'éditeur en soi n'est pas directement en contact avec le public, c'est vraiment un autre intermédiaire. Un distributeur, en réalité, c'est une compagnie, un entrepôt qui ont plein de jeux et qui distribue les jeux dans une région. Ça peut être une région très large comme tous les États-Unis ou juste le Québec. Donc, certaines compagnies ont des droits de distribution et c'est les clients des éditeurs. Donc, généralement, en amont, au moment où un éditeur est sur le point de signer un jeu ou veut passer à la production d'un jeu, il va aussi le faire tester à ses distributeurs pour voir l'intérêt de ses clients en réalité. Donc, c'est vraiment une relation un peu à trois qui se passe à ce niveau-là et l'éditeur, un peu le point central, va essayer de bien orchestrer le tout. Une fois qu'il est satisfait, qu'il pense avoir trouvé des clients, des distributeurs sont satisfaits, ben, ça va être là qu'il va distribuer les jeux et essayer de vendre des quantités de jeux. Donc les distributeurs vont acheter une certaine quantité de jeux, ça peut être 2000 comme ça, 200, dépendamment de la région. Et finalement, ben, le distributeur, son travail, ça va être d'aller voir les boutiques. Donc la relation de vente entre un distributeur et une boutique, c'est vraiment là que ça se passe. Les distributeurs connaissent les boutiques dans leur région et vont aller les appeler. Il y a des conventions, il y a vraiment plusieurs mécaniques internes à l'industrie qui font en sorte que ces deux milieux-là se rencontrent, peuvent se parler. Et c'est vraiment le distributeur qui va vendre aux boutiques. Finalement, ben, la boutique, c'est elle qui va être un peu pris avec les jeux si elle ne réussit pas à les vendre. Donc, la boutique va devoir aussi bien comprendre sa clientèle et qu'est-ce que la clientèle cherche pour faire des choix judicieux là, au niveau des jeux qu'ils achètent. Donc, ça, c'est un peu le survol de comment va se créer, dans combien de mains passe un jeu, la création d'un jeu. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'étapes. Et ben, d'une certaine façon, ça peut aussi vous indiquer un peu pourquoi les jeux sont relativement chers. C'est pas pour rien, il y a beaucoup d'étapes. C'est quand même des étapes assez utiles, dans le sens que c'est vraiment des compagnies qui sont là, qui travaillent, qui mettent toute leur énergie à se spécialiser sur leur domaine, que ce soit l'édition, la distribution ou les boutiques. Et c'est beaucoup de travail, là, soit être distributeur ou éditeur. C'est pour ça qu'on voit généralement des compagnies qui vont faire un domaine. Par contre, il y a évidemment des plus grosses compagnies comme, disons, Asmodée, qui vont avoir occupé plusieurs rôles dans cette chaîne de production. Quand on pense à Asmodée, ben on pense aux jeux peut-être édités par Asmodée, mais c'est Asmodée aussi un distributeur qui va distribuer des jeux dans la région française, en France plutôt, et au Canada aussi. Donc, il y a vraiment deux volets à cette compagnie-là, c'est-à-dire qu'il y a le volet plus édition, qui sont une compagnie d'édition. Leur but, ça va être d'éditer le jeu, ils vont faire tout le cheminement nécessaire. Et ben, c'est simple, leur client, c'est Asmodée Distribution. Donc, ils se vendent les jeux à leur propre compagnie. C'est vraiment une autre compagnie d'une certaine façon parce que ben, Asmodée Distribution va aussi distribuer des jeux de d'autres compagnies. Donc, des fois, c'est un peu dur de savoir qui est l'éditeur, qui est le distributeur. Si c'est Asmodée Distribution qui l'a fait ou c'est distribué par Asmodée, mais créé par une autre compagnie. Parce que c'est des fois mélangeant de savoir quelle est la compagnie derrière le jeu. Et c'est vraiment l'éditeur, c'est pas un distributeur ou un distributeur qui a traduit les règles d'une autre langue, tu sais. Il faut vraiment... des fois, c'est un peu mélangeant là, de voir la différence entre les deux. Donc, en gros, ça fait un peu le survol. Je vais revenir dans plusieurs autres chroniques, là, un petit peu plus précisément sur les interactions entre ces différents milieux-là. Aussi, peut-être quelques trucs pour les auteurs dans l'avenir. Donc, ceci était ma première chronique. C'était la chronique du chef, avec votre chef, JF. Oh, merci beaucoup pour cette chronique du chef. En fait, c'est vraiment intéressant de voir ça, d'entendre ça. Quand t'en parlais, en plus, je voyais très bien là, la mécanique d'un jeu, hein, on s'entend. C'est les auteurs qui vont convaincre les éditeurs, qui vont convaincre les distributeurs, qui vont aller dans les boutiques. Donc, il y a vraiment une espèce de chaîne. Je suis convaincu là, qu'on pourrait faire des chroniques comme ça sur chacun de ces volets-là et même en faire plusieurs sur chacun parce que chaque niveau a son lot de défis, là, si on veut. Oh, oui, absolument, absolument. Et on a juste vu un peu le survol des interactions, mais
On a vu aussi qu'ils sont liés les quatre d'une certaine façon, tu sais. Donc, si la boutique en veut pas, le distributeur en voudra pas, l'éditeur voudra pas signer le jeu sera pas signé. Donc, il y a comme une grosse chaîne qui se fait dans ce milieu-là. C'est important de le comprendre. Peu importe où on veut se positionner, si vous êtes intéressé à rentrer dans le milieu, ben, c'est important de comprendre comment cette chaîne de production fonctionne et comment ils s'inter-influencent l'un l'autre parce que c'est une industrie, tu sais, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser aux jeux de société. Nous, ça fait comme une dizaine d'années qu'on s'y intéresse, mais l'industrie existe depuis longtemps. Ces mécaniques-là existent depuis vraiment longtemps, puis c'est quelque chose qui fait en sorte que l'industrie marche et qui en ce moment est florissante, là. Ouais, absolument. Puis, tu parlais d'Asmodée, mais encore plus flagrant, je pensais à Fantasy Flight, qui, eux, vont même aller... Bon, ben Fantasy Flight, bien entendu, qui appartient à Ouais, Asmodée. exact. Mais, tu sais, dans le fond, Fantasy Flight, eux, ils poussent ça en engageant des auteurs qui vont leur passer une commande pour des jeux. Donc, c'est des auteurs qui travaillent pour une compagnie d'édition et non Ouais. des auteurs qui sont signés par une compagnie d'édition. Donc, c'est comme rendu vraiment plus imbriqué et il y a plein de figures comme ça dans l'industrie qui sont vraiment, si on veut, là, ils se dupliquent, là, si on veut. Ils vont se croiser, en fait, sur plein de points, là. Ouais, ben, dans le fond, ces auteurs-là, j'en ai pas parlé parce que c'est plutôt rare. On appelle ça des auteurs in-house. Ben c'est ça, c'est deux auteurs qui sont engagés à temps plein pour faire de la création de jeux. Je te dirais que c'est plus fréquent dans du développement de jeux de cartes LCG, CCG. Oui, oui, C'est absolument. vraiment... C'est Fantasy Flight, là, Ben, c'est c'est le ça. domaine où ça Fait que s'applique, c'est là. vraiment plus propice à voir ce genre d'auteur-là, mais c'est pas quelque chose qui existe vraiment en réalité, là. C'est pas... c'est plutôt rare. Non, la plupart vont partir quand même des auteurs, mais même là, on entend parler des fois des auteurs fantômes qui vont travailler pour des éditeurs pour que ils redesignent pratiquement le jeu que l'éditeur a pris. Donc, en tout Ouais. cas, je sais que tu auras la chance de traiter tous ces sujets-là, mais ça m'a juste vraiment excité au plus haut point de parler de ça. Ben, Bon, et excellent, bien, excellent. Je après, pense que enfin là, on est rendu là, là. on est rendu au sujet principal. Alors, Oh, shit! 1h15, 1h20. Vous pensez peut-être qu'on n'est pas bien timé, mais on est très bien Ah ouais, timé, je ouais, pense. ouais, ouais, j'y crois pas On encore, entre mais écoute. dans le monde du docteur, ce fameux docteur Rainey Kennedia. Donc, c'est les Olympiques. On cherchait des jeux d'Olympiques. Il n'y en a pas beaucoup. On regardait un peu les possibilités. Et on avait déjà parlé un petit peu du jeu Le Décathlon du docteur. Du docteur! Le docteur. Donc, c'est un jeu tout simple, en fait, un jeu de dés dans lequel on va faire 10 épreuves olympiques, dans le fond. Donc, les épreuves du décathlon, le 100 mètres, le saut à la perche, le saut en longueur. On aura la chance de revoir tout ça en détail. Mais c'est juste des tout petits jeux de dés et on va cumuler notre score à chaque étape. Un genre de Yahtzee, si on veut, mais avec des catégories très spécifiques et des règles spécifiques à chacune. Ben ouais, c'est ça qu'on fait cet épisode-là, on joue un jeu. En fait, on a Ouais, ben déjà c'est ça. joué en réalité, là. On joue même pas. Oui, oui, on vient de jouer juste avant l'épisode, on n'avait jamais joué les deux, on s'est fait une partie complète, on a fait les 10 épreuves, on a pris des notes, et ce qu'on va faire en ce moment, bientôt, c'est faire notre top 5 des jeux du décathlon. Mais avant toute chose, peut-être qu'on peut faire un petit survol historique du docteur. On en a souvent parlé de Rainer Kennedia, mais on n'a jamais vraiment élaboré sur sa vie. On a dit qu'on allait peut-être faire des fois des épisodes sur des auteurs. Eh bien, aujourd'hui, caché derrière tout ce qu'on vient de dire, c'est l'épisode sur le Le docteur. docteur! Rainer Kennedia, il est né en 1957 en Allemagne. C'est un auteur donc allemand de jeux de société qui est vraiment reconnu là, mondialement. Il a gagné plusieurs prix. C'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel, très prolifique. Plus de 500 jeux publiés là, à son actif, auto-publiés aussi, mais tu sais, des jeux de tout genre, de toute catégorie. Dans le fond, c'est quelques petits faits sur lui. Là. Il a fait son premier jeu à l'âge de 8 ans. Ensuite, il y a eu une maîtrise en sciences de l'université de Syracuse aux États-Unis. Et un doctorat, de là vient le docteur en mathématiques en Allemagne. Donc, c'est un docteur en mathématiques qui fait des jeux. Plusieurs jeux là, très connus comme Tigre et Euphrates, Samouraï, Lost City, Modern Art, Ra.
Pico, Mino, Modern Art, Lord of the Ring Confrontation, et Pow. justement, et tu parlais de son jeu aussi, Lord of the Ring, Le Seigneur des Anneaux, Oui, qui est un jeu qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, traduit dans 17 langues qui est différentes. Euh, peut-être le vrai premier jeu coop, en fait. Hein. oui, possiblement, il y a des rumeurs qui courent comme quoi ça serait un des premiers jeux coopératifs. Sinon, ben, il a gagné déjà un Spiel aussi en 2008 avec le jeu Katis, que je n'ai pas joué malheureusement. C'est quoi le jeu? Ça fait pas mal Katis. Keltis, ouais, c'est une version du Lost City à 4 joueurs. Ah, ok, Ouais. magnifique. Donc, ben, ça, il a gagné le Spiel en 2008 avec ça. Donc, c'est quand même pas n'importe qui, le docteur, là, plus de 500 jeux à son actif. C'est quand même quelqu'un d'assez reconnu. Et nous, on joue à un de ses jeux les plus obscurs Ouais, qui a publié, je sais même plus en quelle année. Ça doit faire un certain temps, là. Il y a eu, en tout cas, le Décathlon, un jeu auto-publié, c'est une page de règles. Et la page de règles, c'est aussi la feuille de pointage. Donc ça vous donne un peu une idée de quel genre de jeu c'est. Mais ça fitait bien pour les Olympiques. Il me semble que c'était léger pour aborder le docteur dans tout le respect qui est dû. ben oui, exact, là, même si c'est un peu ironique, là, malheureusement, le fait qu'il est tellement productif que, comme tu dis, en fait plus de 500 jeux, c'est un peu ce qui nous retient de pouvoir faire un vrai épisode sur lui. Tu sais, Oui, il y en a trop. il y en a Il y en a trop. trop. On, Il y en a trop. à On a nous deux, tellement de jeux qu'on n'a pas joué, tellement de jeux que j'ai Exact. même pas entendu parler, que j'ai jamais vu dans ma vie. Je veux dire, ça serait. Tu sais, tu peux pas faire un top 10 quand t'as joué à 15 jeux d'un gars qui en avait 500. Ouais, on va même pas couvrir 10% là, de tout ce qui est fait, donc on a du travail à faire avant de pouvoir faire un vrai épisode sur le Ben, docteur, mais... en fait, Hein? ouais, sans trop m'avancer, tu sais, je me dirais peut-être qu'on pourrait faire une saison sur le docteur Ah éventuellement. ouais, je pense que c'est le Mais minimum, hein. comme on est des gars de parole, je nommerai pas de saison maintenant parce qu'on risque d'être engagé là, en fin de saison prochainement Saison sur 8! le docteur. Oh, ça y est, ça a été lancé. Ok, donc on va arrêter l'épisode maintenant, puis on va déjà commencer à jouer à des jeux du docteur pour être prêt pour la saison 8. T'es-tu... On est prêt. Avant tout, on va prendre une petite pause en fait pour Hop! introduire un tout nouveau segment. Bim, un segment éclair en fait. Donc on va appeler ça les segments ça ou ça. Alors JF, Ouais, ça ou ça. vas-y donc. T'es dans une convention de Ouais, jeu, ok, belle convention pas de joueurs, une convention de joueurs, ok, et là tu ok. vois le jeu que tout le monde veut jouer. En fait, je sais pas c'est quoi le nom, je sais pas c'est quoi le jeu, mais c'est le jeu, ok, le jeu que tout le monde veut jouer. Ouais. Il y a deux copies. Il y a deux copies et il y a une place disponible à chaque table. Et en fait, là, si tu joues pas maintenant, tu pourras peut-être plus jamais rejouer en fait parce que le jeu, en fait, il y a deux copies puis à la fin de la convention, c'est donc c'est ta seule chance de jouer. D'un côté, et là on va y aller peut-être un peu dans les stéréotypes de joueurs. Hein. On veut pas pointer personne ou se moquer vraiment. C'est juste vraiment pour s'amuser un petit peu. Donc c'est une convention. D'un côté, tu peux t'asseoir à côté du gars, le gars qui s'est pas lavé de toute la convention. Il sue, il pue et on peut même dire qu'à certains points il pète, il pue de la bouche, il est vraiment très près de toi. C'est une convention avec beaucoup de monde, donc tu vas être collé sur lui tout au long de la partie. C'est quand même un jeu qui doit durer autour d'1 heure et demie. Ok. De l'autre côté, sur l'autre table, t'as en fait un autre groupe qui est là et le joueur à côté duquel tu serais assis, c'est un gars en fait qui a toujours besoin de valider les règles. En fait, peu importe qu'est-ce qui se passe, là, il est comme je suis pas sûr que ça se fait de même. Ah, t'es-tu sûr que c'est comme ça? Ah, je voulais faire ça, mais je suis pas sûr que ça se passe de même. Ah, on a-tu la règle pour la carte? Et en fait, c'est constant. Et souvent, d'ailleurs, il va vouloir revalider des règles qu'il a déjà validées. Donc, dis-toi que la partie dure au moins 4 à 5 fois plus longtemps que d'habitude à cause de ce joueur-là. Oh là là, attends, je fais une game de 5 heures? Une game de 5 heures? Ben, d'un jeu d'1 heure et demie, là. Mettons 4. Oh, ça c'est une des pires choses, là, pour vrai, là. Pour vrai, ça peut être difficilement pire, là. C'est sûr que, je peux-tu quitter la table à un certain point, ou, je peux-tu, comme, me faire, j'ai vu assez, puis m'en aller, ou il faut que je reste C'est le jeu du siècle, là. Je veux dire, il faut que tu joues la au partie. complet, là? Ok. Oui, c'est la seule chance dans ta vie que tu as à jouer à ce jeu-là. C'est le meilleur jeu de tous les temps, en fait.
Puis là, l'autre gars qui sent pas bon, il est vite, là, il comprend les règles puis tout. Ben, il est normal, tu sais, il est normal, Ok. ouais, il est quand même vite, là, tu sais, c'est un gamer, hein, tu sais, le gars, il est là, il s'est pas lavé pendant 3 jours, s'il s'est pas lavé, c'est parce qu'il jouait, là. Puis y a pas de filles là-dedans, là, juste des gars. Ça- Ouais, il y a des filles, bien entendu, hein, c'est un environnement de 50-50, égalité, les filles sont de l'autre bord de la table, sont bien sympathiques, bien normales, bien drôles, donc il y a pas de problème avec ça. Ah, ok. Hey, je pense que je vais y aller à côté du dude de ce qui sent pas bon. Oh, ok, C'est 1 heure et magnifique. demie de souffrance au lieu de 4, là. C'est quand même moins pire, non? Ouais, tout toi, cas. tu y vas au temps, Ah, là, ouais, c'est ouais, ça, non, le exact. temps, là. Mais déjà, une game qui est supposée durer 1 heure, qui en dure 4, c'est un des trucs qui me chicote beaucoup. Donc, ouais, en plus, avec un gars gossant, il faut qu'il revalide des règles déjà validées, là. Ça, c'est pas acceptable. Ça va devenir un classique. Oh my god. Ok, donc on revient maintenant dans le décathlon, le top 5. Avant le top 5, bien entendu, on va parler des mentions honorables. Donc, les mentions honorables, vous savez, vous comprenez, il y a 10 jeux, hein, puis on a fait un top 5. Il n'y en a qu'un seul dans les mentions honorables qui est encore là, c'est le saut en hauteur. Je te laisse peut-être introduire ça, JF, le saut en hauteur. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit jeu de dés? Ouais, ben le saut en hauteur, il a pas fait notre top, parce que c'est peut-être un des jeux qui était un petit peu plus random par rapport aux autres, mais en même temps, c'est un jeu de dés, hein, fait que c'est sûr que... Ah, c'est tous des petits jeux qui sont très push your luck, assez aléatoires, là. Exactement. Fait que dans le fond, le saut en hauteur, on va avoir plusieurs tentatives pour essayer d'atteindre un numéro. Le numéro va commencer à 10, on va rouler 5 dés, et tu as toutes 3 tentatives pour rouler 10 ou plus avec les 5 dés. Si tu réussis, on passe à 12, si tu réussis, on passe à 14, et dès que tu échoues, ben, ton score était le dernier que tu as réussi à passer. Donc, je trouve quand même thématique dans le sens où ça marche avec ce qu'est le saut en hauteur en général, mais pas beaucoup de choix, vraiment, tu roules une fois tes dés, ça marche pas une deuxième, une troisième, il y avait pas vraiment de variation, vraiment un peu de stratégie, si on veut, pas de façon de vraiment d'arrêter ou de avoir plus de dés, donc peut-être un des plus simples, un des plus hasardeux, si on peut dire, donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait notre liste. Ouais, puis ce qui est quand même assez drôle avec celui-là, c'est que, c'est comme c'était notre pire à nous deux, on a fait un peu de recherche sur Internet, parce qu'en fait, moi, j'étais convaincu qu'on jouait pas avec les bonnes règles. Parce que c'était trop bizarre, parce que t'as la chance de sauter une étape, mais en réalité, t'as aucune raison de sauter une étape, parce que la seule chose que ça te donne, sauter une étape, c'est la chance de faire moins de points si tu rates la tentative suivante. Ouais. Et là, j'ai trouvé sur un forum, sur Board Game Geek, en fait, que quelqu'un disait que les règles pour le saut en hauteur avaient été révisées en juillet 2006. Et là, la personne demande, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ces règles-là, parce que je les trouve nulle part. Et là, bon, la plupart des gens répondent que non. Et là, un peu plus loin dans la discussion, on a quelqu'un qui dit, Seamus Park nous dit, I did some side analysis to prove that a player who skips some jump will beat a player who try them all. Donc, en gros, ça veut dire que le gars, il a fait des genres d'analyses statistiques poussées pour prouver que si tu sautes ton tour, au lieu, disons, de dire, moi, je vais faire le 12 au début, je vais essayer le 14 directement, eh bien, tu as plus de chances de réussir que si tu essayes le 12. Et là, s'ensuit un espèce de débat mathématique vraiment fou où il y a quelqu'un qui dit oui, alors avec mon calcul de probabilité, je montre que dans le fond, tu as beaucoup de chances de rater, de réussir le 10, mais tu as aussi beaucoup de chances de réussir le 14, mais tu as à peu près le même nombre de chances de les rater. Donc ça, c'est vraiment assez poussé. On s'entend que c'est le jeu du docteur, hein, donc ça suscite la fibre mathématique Ben oui, des gens. exactement. À ces jeux, on peut souvent sentir ce lien avec les mathématiques. On sent qu'ils sont mathématiques la plupart de ces jeux. Donc, bien, bien content de voir une discussion sur les Oui, c'est maths ça, à ce niveau-là, parce que absolument. nous-mêmes, on comprenait pas pourquoi on pouvait skip des étapes. Tu sais, on disait, ça fait pas de sens. C'est juste un truc pour avoir des chances de perdre plus de points, tu sais. Mais non, il y a des Voilà. probabilités Et derrière et voilà. tout ça. Puis en fait, le gag pratiquement de ça, c'est que 6 mois plus tard que cette discussion-là dure sur les forums de Board Game Geek,
Ben, ça se termine qu'il y a un gars qui dit Fac, est-ce qu'on les a, les rule revision là? Est-ce qu'on les a, les versions modifiées des règles? Et en fait, après ça, plus de réponse. C'était en 2013, donc on ne saura jamais vraiment si les règles avaient été changées ou non. Mais je trouvais ça bien quand même de voir les gens se sont enflammés sur les mathématiques, ont complètement oublié que les règles étaient révisées. Et bon, nous on a joué bien entendu avec l'ancienne version des règles potentiellement. Et c'était le seul au programme, donc dans les mentions honorables. Maintenant, nous sommes donc prêts à passer au top 5 du décathlon du Docteur. docteur. Numéro 5. Alors, mon numéro 5 se retrouve plus haut sur ta liste, Simon. On va en parler tantôt. Ouais, ça risque d'arriver plusieurs fois dans cette top, mais bon. Mon numéro 5, il s'agit du 110 mètres haies. Ouais. Donc 110 mètres haies, assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, un peu comme le jeu qu'on a vu juste avant, on va lancer les 5 dés et on va essayer d'avoir le plus haut total. La twist là-dedans, c'est qu'on a le droit de relancer les 5 dés 5 fois. Mais quand on arrête, on prend notre total et on doit lancer toujours les 5 dés d'un coup. Donc ça reprend vraiment l'idée là, du saut en hauteur, mais sans filet, si on veut. Dans le sens que tu vas pas aller... si tu décides de rerouler les dés, ben, tu perds le total que tu avais sur le jeu. Alors ça amène une espèce d'aspect de OK, est-ce que je pense que je peux faire mieux, mais si je peux pas faire mieux, je pourrais pas revenir en arrière. Donc cette petite notion stratégique-là que j'ai trouvée assez intéressante dans le 110 mètres haies. Ben ouais, beau petit jeu, tu sais, c'était... Moi, dans le fond, ne se retrouve pas dans mon top 5, celui-là, mais, tu sais, je le trouvais peut-être un petit peu trop simple, un peu moins de choix par rapport aux autres, mais, tu sais, ce qu'il faut retenir, là, du Décathlon, c'est que les jeux étaient quand même bien thématiques, tu sais, on le sentait, là, la mécanique qui était en lien avec ça, tu sais, avec l'épreuve en soi, donc c'est ça qui est vraiment cool, puis je trouve que ça fitait bien aussi avec le 100 mètres haies. Ouais, non, c'est fou, hein, parce que, tu sais, on s'entend, là, cet épisode-là, à la limite, c'était presque une joke, là, on était comme, OK, on va faire un top 10 sur un jeu qui est sorti il y a 20 ans avec juste des 10 petits jeux de dés dedans, mais j'aime tellement les Olympiques, j'y croyais, là, tu sais, j'y croyais à mon athlète et tout, puis je voulais qu'il performe bien, même si je savais que c'était purement de la chance. Ça marche très bien, en fait. Ben ouais, ben avec les statistiques qu'on a eues, là, on est capable de se faire une idée de c'était qui notre athlète, là, c'était quoi ses forces, là. C'est quand même 10 épreuves Ouais, on a différentes, vu, là. là, moi je performais bien dans le 100. Moi j'étais un sprinter, Exact. toi t'étais un gars d'endurance, tu sais, on avait vraiment défini, là, t'avais un bon bras, mais moi j'avais une bonne technique de lancer. En tout cas, c'est peut-être un peu du délire, mais bon, on y reviendra un peu plus tard. Numéro 4. Mon numéro 4 se trouve un peu plus haut sur ta liste. Et mon numéro 4 se trouve pas mal plus haut sur ta liste. Numéro 3. Alors, le numéro 3, c'était l'épreuve du disque ou du javelot. Euh, donc, je pense qu'il était aussi ton numéro 3. Ouais, exactement. Donc, on a le même numéro 3, disque et javelot. Comme tu l'as dit, c'est la même épreuve. C'est juste qu'il y en a une qu'on va utiliser les chiffres pairs et l'autre les chiffres impairs. Ouais, donc en gros, on va, dans le fond, rouler les dés une fois et il va falloir de mettre de côté au moins un dé, mais au moins un dé qui a une valeur impaire ou paire selon l'épreuve. Et on peut en mettre de côté plus que un. Quand on a fait ça, on va rerouler nos dés et à tout moment, on peut décider d'arrêter de compter le total de points qu'on a. Par contre, si à un roulé, on n'a pas de dés pairs ou impairs, qu'on peut mettre de côté, ben, on a échoué l'épreuve et on a 3 tentatives pour essayer de faire le meilleur score. Oui, en fait, super simple hein, comme jeu. On Ouais, s'entend, tu fais juste, tu sais, on s'entend geler des dés, soit pair, soit impair. Mais j'ai trouvé qu'il y a vraiment un aspect intéressant parce que plus tu gèles tes dés vite, moins tu as de possibilité de rouler des dés par la suite, donc moins de possibilité d'avoir des dés pairs ou impairs. Donc il y a une espèce de jeu qui est intéressant et comme dans tous ces mini-jeux-là où tu as des essais différents, donc dans celui-là tu as 3 essais, donc tu peux rater 2 essais puis en réussir un, ben, j'ai trouvé que l'aspect stratégique d'avoir, mettons, un score qui était un peu plus petit dans tes premiers essais te permettait là, de pousser ta chance encore plus dans les derniers essais. Là. ouais, exactement. Donc,
C'est un des bons petits jeux aussi, encore une fois, vraiment intéressant. J'aime ça. Ça, c'était un des jeux qui avait 3 essais, dans le fond. Euh, Ouais. Fait que c'est le fun de pouvoir cumuler le score, essayer de battre. Quand t'as un bon score, ben, tu sais, t'as pas de raison d'aller plus bas, donc tu y vas. Voilà. Ben, les Puis deux, ça reprend vraiment le côté olympique hein, aussi, on s'entend. ouais, Tu as fait une exactement. bonne performance à ton première chance, ben là, donne-toi à fond, tu sais, parce que tu sais que t'es établi. Là. Ben, c'est ça, exact. Faire moins, ça te donne rien. Fait que vaut mieux rater ton coup en essayant de faire plus, tu sais. Ou... Parce que je sais pas si on l'a mentionné, mais faut mentionner que c'est un décathlon, donc l'athlète va faire les 10 épreuves, et c'est le cumul de toutes les épreuves qui va faire le score final. Donc ça se peut que ton 100 mètres soit pas bon, mais que ton lancer du javelot soit excellent, donc ça va rebalancer. Ça l'ajoute vraiment là, un peu une espèce, pas de stratégie, mais une dynamique d'attente au jeu qui crée l'excitation. Là. Ouais, exact. Et tu sais, on parle de 10 jeux, mais en réalité, hein, c'est deux jeux. Ben, celui-là, c'est le même, là, donc C'est il y ça. en a pas vraiment 10, puis il y en a d'autres qui se ressemblent beaucoup On aussi. Là. s'entend que c'est grosso modo des mécaniques. On peut voir qu'il y a à peu près 6 mécaniques dans le jeu et des déclinaisons pour faire jusqu'à 10 minigames avec ça. Ben, moi, de ce que je comprends, c'est que le lancer du javelot puis le lancer du disque, c'est assez Ouais, similaire. ben oui, oui. Dans la vraie vie, j'imagine que c'est assez proche aussi. Ah, ouais, ça peut justifier. Ouais, puis ben, la petite différence que je dirais qu'entre les deux, j'ai préféré le javelot parce qu'on avait plus de dés, on en avait 6 au lieu de 5. Hmm. Parce que, bien entendu, on prend les chiffres impairs, donc le maximum étant des 5, ça fait 30 points, alors qu'avec l'autre, tu as 5 dés, le chiffre maximal étant 5 points, donc aussi 30 points. Tout est dans les mathématiques autour de ce jeu-là, hein. Le nombre maximal de points que tu peux faire par épreuve, tu essaies toujours de t'en approcher, bien entendu. Numéro 2. Alors, mon numéro 2 était le lancer du poids. Dans cette épreuve, les joueurs vont devoir lancer leur dé 1 à la fois. À tout moment, on peut arrêter et compter les points sur nos dés pour faire un pointage. Et dès qu'on va avoir roulé un 1, ben, ça va être une tentative échouée. Donc, on va avoir 3 tentatives. Le but, c'est de faire le plus gros score, évidemment. Dès on va rouler un 1, on va échouer. C'est pour ça qu'il y a une petite prise de décision de est-ce que j'en roule un autre, est-ce que j'en roule pas un autre. Donc, c'est un petit jeu que j'ai aimé parce que t'en roules un. Ok, j'ai pas de 1. Ok, c'est bon. Ok, j'ai 5. Ok, j'en roule un autre. Ok, ah ouais, ok, j'ai plus que mon bon score. J'en roule un autre. Tu sais, il tente là, à vouloir y aller. Puis vu que c'est un dé à la fois, on dirait que c'est pas comme 4 dés que tu roules. Tu sais, c'est moins pire, on dirait. Fait que c'est comme. Ouais, ouais, non, mais, Tu te laisses emporter, mais ça, là. c'est. Sauf que celui-là, tu sais, dans mes notes ici, c'est très, très basé sur la chance et sur. Tu sais, l'aspect pousse ta chance, là, c'est comme. Il est vraiment là. Ok, est-ce que je pense que je peux avoir pas de un? Oui, je roule. J'espère Ouais, vraiment pas avoir de je sais, un. mais Mais c'est vrai que l'excitation était l'excitation là, était puis là. comme à la limite, il fonctionnait très très bien celui-là. Ouais. Mon numéro 2 était le numéro 5 de GF, alors c'était le saut à la perche. Le saut à la perche, en fait, a beaucoup de similarités là, avec le saut en hauteur, qui était, selon nous deux, en fait, le pire jeu de la série. Par contre, il ajoute certaines choses qui sont intéressantes. Bon, c'est le même concept, là, on doit rouler 10, après ça 12, après ça 14, après ça 18, donc 16, donc toujours une incrémentation de 2. La différence là-dedans, c'est que si on roule un 1, automatiquement notre essai échoue. Donc peu importe combien de dés tu roules, si tu roules un 1, ton essai échoue. Et l'autre particularité, c'est que tu vas décider combien de dés tu vas rouler entre 2 et 8. Donc bien entendu, plus tu prends de dés, plus ton total risque d'être haut, mais aussi plus tu as de chances de rouler un 1 et de rater ton essai. Donc il y avait vraiment un côté, je trouvais, qui était assez intéressant puis stratégique à la limite là, avec ça au niveau des probabilités. Ouais, exactement. Puis, ben, tu vois, les petites différences ont fait en sorte qu'il s'est vraiment démarqué de l'autre. Puis, non, mais le choix du nombre de dés, c'est vraiment cool. Ça, là. Tu vois, c'est le seul jeu qui te permet de choisir. Là. Les autres, c'est tout le temps, ça te dicte les dés et le nombre de dés à utiliser. Là. Donc, petite variante là, qui est assez originale, là, je peux comprendre, qui est plus haut sur ta liste. Oui, absolument. Donc, on est finalement rendu au numéro 1. Alors, mon
numéro un était le jeu, le saut en longueur, c'est ça? En longueur, exactement, le saut en longueur. Alors, ce qui est vraiment cool dans celui-là, c'est que c'est un truc qui se fait en deux étapes. Il va y avoir l'étape de la course et ensuite il va y avoir l'étape du saut en soi. Donc, dans la première étape, notre but, ça va être de rouler bas. Donc, on va rouler 5 dés et on va prendre un dé, au moins un dé qu'on va devoir geler. Après avoir gelé un certain nombre de dés, ou à tout moment, on peut décider d'arrêter. Et le nombre de dés qu'on a gelé, le total du nombre sur ce dé-là ne doit pas dépasser 8. S'il dépasse 8, ben, c'est considéré comme une tentative échouée. Donc, on essaye de faire 9, mais avec avec le plus de dés possible. Donc, en roulant des valeurs les plus faibles. Parce qu'une fois qu'on a gelé ces dés-là, si on en a gelé 3 par exemple, ben, ça va être les 3 qu'on va utiliser. Et de même façon, dans la deuxième étape, on va rouler les dés et là, on va devoir en geler un par roulement. Et notre but, c'est de faire le plus gros score, donc de conserver les chiffres les plus élevés. Donc, plus on a réussi à en conserver dans la première étape, ben, plus on va probablement réussir à faire un plus gros score à la fin. Donc, petite twist dans celui-là là, qu'on n'a pas vu peut-être dans les autres. Vraiment un truc à 2 étapes. Super intéressant, là, tant qu'à moi. Oui, absolument. C'était mon numéro 4 d'ailleurs. Puis je pense que tu l'as bien résumé. Très, très belle particularité là, où tu vas être amené à prendre des dés pour les. En 2 étapes, hein, en fait, comme tu l'as dit. Ouais. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur ça. Mon numéro un, il s'agit, en fait, c'est mon numéro un, c'est trois épreuves différentes qui étaient assez similaires les unes des autres. C'était le numéro 4 de GF d'ailleurs. C'était le 100 mètres, le 400 mètres et le 1500 mètres, qui sont bon les épreuves de course. Fonctionnent toutes pas mal de la même façon. En gros, on va séparer nos dés en groupes. Donc, disons, on va prendre l'exemple du 400 mètres pour le faire. C'est peut-être un de ceux qui est le plus emblématique à expliquer. Donc, on va séparer 8 dés en 4 groupes, donc des groupes de 2 dés. On va rouler individuellement ces groupes-là. Et dans le fond, le but va être d'avoir le plus haut total, mais tous les nombres 6 qu'on va rouler vont être comptés négativement. Donc, le but, c'est d'avoir le moins de 6 possible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir le droit de 5 reroulements de groupe. Alors, donc, j'aurai le droit de rerouler 5 fois n'importe quel des groupes. Ben, en fait, 5 fois n'importe quel des groupes. Alors, je peux rerouler ceux que je veux 5 fois. Et à la fin, on va cumuler le total. J'ai trouvé que ces jeux-là étaient intéressants parce que tu avais le 100 mètres est peut-être un peu moins intéressant pour moi parce que tu as juste 2 groupes de 4 dés. Donc, tu as vraiment peu de contrôle sur qu'est-ce que tu vas rouler. Ouais. Alors que le 400 mètres et le 1500 mètres travaillent avec des groupes de 1D, encore une fois, ça c'est assez non conventionnel, ou des groupes de 2D. Mais belle stratégie, là, je trouvais, au niveau de comment est-ce que tu gères tes groupes et en peu de roulement, hein, tu peux essayer de voir c'est quoi la meilleure façon d'optimiser tes points. Ouais, exact. En effet, le 400 mètres il est plus emblématique là, parce que les deux autres sont un peu spéciales. Là. Le 100 mètres, il y a juste 2 groupes, fait que tes choix sont un petit peu moins là. Puis le 1500, ben là, c'est un dé à la fois. Tu vas avoir 8 paquets, tu vas juste essayer d'optimiser tes dés. Donc, ouais, en effet, le 400 mètres, c'était vraiment le meilleur là, des trois. Moi, peut-être que je trouvais qu'il était peut-être plus ou moins thématique, lui, peut-être un petit peu moins de similitude, mais vraiment une belle variation là, avec les 3 étapes aussi, avec les 3 modes de jeu là, pour cette épreuve de course. Bon, eh bien, ça fait le tour de ce deuxième épisode de la saison 2 de Balado Ludique. C'était le décathlon du docteur. Peut-être un petit mot de la fin. Je sais qu'habituellement, on n'est pas très bon pour ça, mais là, moi, j'en avais un en tête. Je sais pas si toi, t'avais quelque chose, peut-être, Non. ou... Ben, en fait, moi, c'était plutôt une genre de suggestion. Je me dis, ça serait cool de se faire un décathlon, mais tu sais, où t'as plusieurs athlètes, puis peut-être qu'il y a des pays, puis c'est comme une journée complète où on fait là, plein de qualifications, puis il y a des dés spéciaux, puis on a des cartes. Il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, d'en prendre un tout petit jeu de dés et de vraiment exploser le concept, là, pratiquement de l'échange d'athlètes entre les équipes, je sais pas trop.
Ça se passe pas comme ça, là, les Jeux Olympiques dans la vraie vie, Simon, mais en effet, il y aurait Ouais, il n'y a pas d'échange entre les athlètes. pas d'échange d'athlètes. Non, c'est pas comme ça. Ça Non, mais marche des par fois, pays. tu sais, il y a des gens qui font, venir quelqu'un dans leur pays, puis là, cette personne-là va compétitionner pour leur pays, puis là, c'est un peu controversé. Ça se fait un petit peu, en effet, là, en effet. Mais Ça bon. pourrait être une carte spéciale dans le jeu. Oui, en effet, ben, en fait, surtout si on fait ça, on va probablement réussir à trouver des pouvoirs aux athlètes. Ouais, des pouvoirs Ça. ou des dés spéciaux avec des faces différentes, peut-être, Ben, quelque chose comme ça. surtout de trouver des pouvoirs qui leur permettent d'être plus spécialisés dans certains domaines, peut-être dans certains Hmm. sports et tout. Oui, Donc, absolument, absolument. Ben, c'est ça, la chose par contre que ça nous montre, hein, c'est que des jeux sur les sports olympiques, il n'y en a pas beaucoup. C'est sûr qu'on n'a pas fait une recherche exhaustive, là, mais il n'y en a pas énormément là, sur le marché. Là. ouais, même, tu sais, même quand on pense aux jeux vidéo, il n'y en a pas énormément. Hein. C'est pas nécessairement une thématique si Non, populaire. pourtant, tout est là. Puis les jeux vidéo hein, sur les sports olympiques sont tous pareils. C'est des jeux terribles dans lesquels il y a toutes les épreuves. Puis la plupart du gameplay est pas bon. Là, comme tu contrôles plus ou moins tes Ben, affaires. C'est des jeux qui sont très difficiles, très ouais. techniques. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu comme ça. C'est le genre de thématique qui m'intéressait quand j'étais plus jeune, mais en effet, il y en a pas là, des plus récents, puis c'était tout le temps pas mal terrible ces jeux-là. Pourtant, une belle thématique, il y aurait quelque chose à faire avec ça. Là. Oui, absolument. Donc, c'est les auteurs à l'écoute. Allez-y, on veut jouer à des jeux olympiques. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Ben, en fait, ça va maintenant. Je pense qu'on est là, hein, Hey! Dans les temps! 1h17, 1h. On est là, on est Pas croyable. parfaitement dans les temps. Pas incroyable. Donc, tout est au rendez-vous, tout est parfait. On respecte notre engagement pour notre premier/deuxième épisode. Je vais conclure ça en disant merci à tout le monde là, qui nous ont écrit sur Facebook, particulièrement durant la période de pause. Là. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont écrit. Je n'aimerais pas tout le monde là, parce que il y en a beaucoup en fait. Mais c'est très apprécié. Vos suggestions ont été retenues aussi. Il y a des bonnes chances qu'on traite des suggestions qu'on a reçues dans des épisodes cette fois-ci. Donc, vous pouvez aussi trouver, et ça c'est tout nouveau, le détail de l'épisode, donc les jeux dont on a parlé et tout ça, dans les commentaires sur l'épisode que vous écoutez en ce moment. Donc, dans les notes, vous allez avoir tous les détails que vous voulez sur l'épisode. Donc, merci à tout le monde là, qui nous écrit, continuez de le faire, c'est très apprécié. Pour ceux qui ne nous suivent pas encore sur Facebook, vous pouvez le faire, c'est pas obligatoire, mais au moins vous allez voir quand les épisodes sortent. Et aussi tout récemment, on s'est inscrit sur le site Stitcher. C'est un site qui vous permet là, d'écouter des podcasts, que vous soyez sur Android, sur iPhone, sur votre ordi, sur votre télé, sur votre micro-ondes, sur n'importe quoi qui est intelligent de nos jours. Vous allez pouvoir nous écouter sur Stitcher. Eh bien, JF, c'était un plaisir de recommencer Balado Ludique avec toi pour une deuxième saison. Merci beaucoup de ta grande collaboration. Merci à toi, c'est vraiment cool. Et on se retrouve la semaine prochaine. Nous remercions Jeux.ca pour diffuser le podcast Balado Ludique. La musique est une gracieuseté de bensound.com.